le fil de nos travaux collectifs. Donc, il nous reste un temps pour la fin de cette matinée autour d'une table ronde qu'on a nommée Réforme et territoire. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre cette heure qu'on a en différents temps. On va laisser les intervenants de la table que nous remercions pour leur contribution à éclairer notre regard sur la problématique qui nous intéresse. 1 minute chacun pour se présenter, de manière à ce que vous compreniez l'endroit d'où il parle, d'où il vous parle. Puis, on va laisser un temps pour que chacun exprime son regard sur cette rénovation. Et ensuite, on passera sur un temps de réponse à des questions en tournant sur la table. Et il restera 10 minutes pour que vous puissiez réagir et poser les questions qui émergent. Voilà. Donc, les 10 dernières minutes, de ce fait, notez-le. Et éventuellement garder le contexte pour rappeler à l'intervenant concerné le moment où il a parlé de ça. Voilà. Donc, on va démarrer dans un sens. Il n'y a pas de. Donc, on va démarrer par. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Michel Faux, je suis conseiller en formation. La structure dans laquelle je travaille, c'est le rectorat de l'Académie de Dijon, plus particulièrement dans un service qui s'appelle la DAFPIC, Délégation académique aux formations professionnelles initiales et continues. Et je travaille également dans une structure qui est une émanation du réseau formation continue de l'éducation nationale, qui s'appelle le GIP, Groupement d'intérêt public Formation tout au long de la vie, dont d'ailleurs le réseau des établissements agricoles bourguignons est membre, le réseau a adhéré il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Et donc je travaille au sein de ce GIP dans un service qui s'appelle le CAFOC, le Centre académique de formation continue, qui a 2 principales activités. Une activité d'ingénierie, ingénierie de dispositifs de formation pédagogique, et une autre activité de formation en direction de l'interne, c'est-à-dire de notre réseau formation continue des acteurs du réseau de l'éducation nationale, des GRETA, je n'ai pas encore cité leur nom, et puis une activité toujours de formation, mais plutôt cette fois-ci tournée vers l'externe, vers essentiellement les professionnels, que vous êtes d'ailleurs, de la formation continue. Voilà, une présentation. Donc, Bruno Cogourdan, je suis depuis le 1er janvier de cette année chef de service adjoint, donc SRFD DRAF Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous sommes dans un contexte de fusion de 2 régions. Et dans ce cadre-là, je suis plus particulièrement responsable d'une équipe de 8 chargés de mission dans une mission globale d'appui aux établissements. Auparavant, j'ai été pendant les 8 années précédentes adjoint au chef de SRFD, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, Bourgogne, où j'ai occupé des fonctions de DRIF, de chargé de FPCA. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été très en prise, et je le suis encore avec les établissements, et en particulier les CFA et les CFPPA. J'ai été très impliqué depuis 9 années dans l'élaboration des politiques régionales de formation tout au long de la vie. J'ai participé au CCRFP, au CREFOP Bourgogne, et puis Bourgogne-Franche-Comté. J'ai participé à l'élaboration et à l'évaluation du CPRDF, et je suis impliqué dans l'écriture du CPRDF OP. Voilà, je fais exprès de m'appesantir sur le OP. Et voilà, et je suis, alors, une particularité, je suis également secrétaire général du réseau des établissements publics, des EPLE-FPA de la région Bourgogne, qui devrait s'élargir, ce réseau devrait s'élargir au 1er janvier 2017 à l'ensemble des 17 EPLE-FPA de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Secrétaire général, ça veut dire que c'est un réseau formalisé qui fonctionne depuis maintenant, depuis 1998. Voilà. Allez-y. Donc, Pierre Cartillier, moi je suis du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, dans un contexte de fusion également.
La présentation, on vous a mis que je travaillais à la direction de la formation des demandeurs d'emploi, puisque toutes les nominations ne sont pas encore faites. Il faut qu'on attende le 1er décembre officiellement. Voilà, et donc ça fait 16 ans moi, que je travaille au conseil régional. J'avais travaillé dans un centre de formation d'apprentis préalablement, et je voulais voir donc l'autre version des choses dans une collectivité. Donc j'ai démarré d'abord à l'apprentissage. Puis ensuite, je me suis occupé également des formations sanitaires et sociales, de la formation des demandeurs d'emploi. Et dans la présentation que je mettais, mon rôle est plutôt d'élargir nos regards uniquement centrés sur la formation avec des problématiques d'aménagement du territoire dans le cadre de la stratégie régionale d'aménagement et de développement du territoire, mais également en lien avec l'économie à travers la SRDEI, les sigles on est friands, stratégie régionale de développement à l'internalisation et le dernier, le I, je ne me souviens pas. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Bernard Guéring. Je suis un militant de la CFDT. J'ai un certain nombre de responsabilités dans la CFDT. J'ai été d'ailleurs pendant un certain nombre d'années le responsable régional pour la Franche-Comté de la CFDT. Et j'ai été au moment de la réforme, à ce titre, président du COPAREF. Donc aujourd'hui, j'occupe toujours des responsabilités au COPAREF Bourgogne-Franche-Comté, avec notamment la co-animation de la commission chargée des listes éligibles. Et je suis également un peu spécialisé sur le dispositif CLEA. Ensuite, je suis membre du CREFOP, vice-président du CREFOP Bourgogne-Franche-Comté, avec notamment des responsabilités dans la commission formation professionnelle et dans la commission évaluation que je co-préside avec un représentant de l'État. Voilà. Donc, on passe au premier moment de cette table ronde. Et donc, on va vous laisser délivrer le message, la position, ce que vous avez envie de nous souligner au niveau de la réforme sur les territoires. Donc, je ne sais pas qui veut démarrer, en sachant que on se laisse 5 petites minutes pour qu'on puisse passer au questionnement quand même. Vous voulez du coup redémarrer ? Le micro est là. Oui, donc juste rappeler que d'une part, la réforme de la formation professionnelle, mais je crois que ça vous a été dit ce matin, n'est pas venue comme ça, elle est bien partie d'une volonté, à un moment donné, les partenaires sociaux, d'essayer de faire bouger un certain nombre de lignes. Alors pourquoi cette volonté ? Ça peut-être, je peux ajouter un mot. Cette volonté, elle est venue quand même d'un constat, c'est que globalement, la formation professionnelle en France avait à la fois un manque de cohérence et de cohésion par rapport aux différents acteurs qui en ont la charge, mais aussi avait manifestement un manque d'efficacité en termes d'insertion. Très souvent, les formations qui étaient dispensées, et c'est un constat qu'on a fait de longue date chez nous, c'est que les formations n'étaient pas toujours suffisamment adaptées à la réalité de l'environnement économique et à la réalité des demandes des entreprises. Donc il fallait qu'on aille plus loin par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il fallait aussi qu'on aille de plus en plus vers une logique de sécurisation des parcours. Donc la notion de parcours qui avait déjà été amorcée dans la précédente réforme devait être accentuée. C'était une nécessité absolue pour nous. Et donc cette réforme, elle avait aussi pour but d'avancer dans ce domaine-là. Alors juste ça au démarrage, comme propos préliminaire. Voilà, on va faire tourner. Moi, je veux bien poursuivre. Alors, je ne sais pas si vous avez eu dans vos petites pochettes. À vos pochettes. Ces documents. Les deux autres, voilà. Alors, donc celui-là, et puis l'autre, bien évidemment. Mais celui-là que vous n'avez pas, pourquoi ? Parce qu'il date de 3 ans. Il date, et c'est effectivement la remarque qu'on a eue en disant, mais c'est bien, mais ça remonte à l'époque du CPRDF. Voilà, et maintenant, on est au CPRDF-OP, voilà, depuis la loi de 2014. Sauf que ce petit schéma, il permettait de montrer que le système, bien que déjà complexe à l'époque, entre l'AIO, qui s'appelle maintenant le SPRO, et puis la formation et les différents acteurs, on avait un cadre, l'État, les partenaires sociaux,
les organismes de formation, et on arrivait malgré tout à fonctionner dans un cadre, en tout cas qu'on pouvait expliquer relativement simplement. Maintenant, les documents que vous avez, expliquer ça, ça devient beaucoup plus compliqué quand même. Et je le dis avec humour parce que ça vaut mieux qu'un grand discours, ce type de document, c'est que nous-mêmes, les spécialistes, y compris quand on travaille avec les autres régions, l'Association des régions de France, on ne sait plus aujourd'hui qui fait quoi en matière de formation, d'orientation, d'emploi, d'un certain nombre de choses. J'évoquais la stratégie régionale de développement économique, donc c'est les régions, l'aménagement du territoire, c'est les régions, politique de l'emploi, c'est l'État. Les partenaires sociaux sont présents à travers le CREFOP, puisque le CREFOP a une mission d'appui au préfet et au président de région pour déterminer la stratégie régionale coordonnée, emploi, orientation, formation professionnelle en région, en lien avec la politique de l'emploi, le service public de l'emploi en région. Voilà. Donc je pense, et je vais m'arrêter là, ça pose le cadre. Après, il y a certainement des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre non plus. Et quand je regardais ce matin avant de venir pour préparer un petit peu le Code du travail, le Code du travail, les articles liés à la formation professionnelle, dans son chapitre 6, dans sa 6e partie, ils sont modifiés en permanence. La dernière en date, c'est la loi sur la République numérique qui modifie, qui réintroduit les compétences numériques dans le socle de compétences de base, un certain nombre de choses. Il y en a tous les jours. La loi de finances de l'année dernière avait modifié des choses. Il y a eu la loi travail qui était bien connue, médiatiquement en tout cas. C'est en permanence que ça bouge. Voilà. Et ça me semblait important à vous délivrer comme message, parce que si nous-mêmes, côté, animateurs, organisateurs de ces politiques publiques régionales, on a déjà du mal à suivre, vous voyez que derrière, vous-même en tant que professionnel, et par rapport aux questions qui étaient posées, notamment à la fin du tableau en disant comment ça impacte les CFPPA en termes d'organisation de compétences, il y a un train qui est parti depuis quelques années, qui est à grande vitesse, qui continue à accélérer. Il faut s'accrocher parce que derrière, malgré tout, il y a des demandeurs d'emploi, il y a des personnes qui font du conseil en évolution professionnelle, et on se doit de rendre le plus lisible possible les dispositifs de manière articulée et coordonnée pour que, sinon ça ne sert à rien que chacun puisse s'y retrouver. Merci. On continue. Monsieur Fou. Disons que par rapport aux questions qui étaient posées, le choix, et c'est ce que j'ai soumis, que j'ai fait, c'est de mettre l'éclairage à la fois sur l'appareil de formation, par rapport à cette réforme, et puis donc les instances de concertation régionale et la rencontre entre les deux. Donc déjà en préambule, simplement rappeler que pour ce qui est de l'éducation nationale, on participe aux instances de concertation régionale, les autorités académiques sont associées, mais ce qui nous semble important, c'est que ces instances de concertation régionale soient aussi des espaces d'échange, et qu'il y ait un certain nombre de problématiques puissent y être traitées. Bien sûr, celles qui sont attendues par les partenaires sociaux et les politiques, mais le versant organisme de formation paraît être aussi une préoccupation à intégrer dans ces espaces d'échange et de concertation. Alors, 4 points que je vais énoncer tout de suite qui peut-être sont des suggestions de thématiques d'échange. Le premier point, c'est la mutation de l'appareil de formation. Le deuxième point, c'est les questions d'innovation en matière de formation. Le troisième point, c'est les questions de professionnalisation de l'appareil de formation. Et le dernier point, j'ai voulu conclure là-dessus, sur la territorialisation, les enjeux par rapport au territoire. Alors sur le premier point concernant la mutation de l'appareil de formation. Alors ça a été dit, on a une réforme, c'est la 3e réforme depuis 2003, donc autant dire que le rythme s'accélère et qu'il n'est pas non plus improbable qu'il y en ait d'autres à venir. De manière un peu provocatrice, je dirais que la principale réforme de l'appareil de formation, ça a été 2006 avec le Code des marchés publics. Parce que ça a été une réforme qui a impacté dans le cadre de la mise en concurrence des organismes de formation en faisant de la prestation de formation une prestation soumise à concurrence sur un marché fortement concurrentiel. Mais finalement, on connaît très mal l'appareil de formation.
On sait très peu de choses sur lui, sur la manière dont il fonctionne en tant que presque activité économique à part entière, de quoi il est fait, le nombre d'emplois qui sont impactés par cette activité de formation. Et du point de vue des organismes de formation, on les connaît très mal. On connaît bien sûr les principaux réseaux, on connaît les CFPPA, les GRETA, l'AFPA, mais on a du mal à appréhender toute une myriade d'organismes de formation très fragmentés. Nous, on s'était livré à un petit exercice très rapide il y a quelque temps sur des données URSAF, sur donc l'appareil de formation privée. Ce qu'on avait observé en région Bourgogne, je ne vais parler que de l'ex-région Bourgogne, puisque moi je reste encore sur l'Académie de Dijon, on avait constaté un resserrement important des effectifs salariés concernant les organismes de formation qui déclaraient la formation comme activité principale, une diminution du nombre de salariés. Et deuxième effet qu'on avait repéré, c'est finalement une concentration de l'appareil de formation là où les flux sont importants. Et concernant les départements bourguignons, certaines zones se voyaient fortement érodées en matière d'appareil de formation. Donc ça nous avait un petit peu alerté. On n'est pas allé plus loin dans l'analyse, mais voilà un élément qui nous paraît important à observer, c'est-à-dire comment l'appareil de formation participe ou pas à la structuration des territoires et à l'offre de services disponibles sur les territoires. Sur certains territoires, on peut s'en inquiéter. Donc on souhaiterait que dans ces espaces d'échange, l'observation des mutations qui sont à l'œuvre actuellement concernant l'appareil de formation puisse être travaillée et qu'on puisse sur la durée dégager quelques tendances et peut-être des signes d'alerte sur la capacité qu'aurait cet appareil de formation à répondre aux attentes des financeurs et des commanditaires. Deuxième élément sur, donc je l'avais dit, sur l'innovation, parce que bon, c'est souvent, on demande à l'appareil de formation d'innover en permanence, de répondre à des ajustements, de répondre à des besoins nouveaux au niveau des publics ou des territoires ou des acheteurs de formation, les entreprises et puis tous ceux qui relaient les besoins en formation des entreprises. Quelques conditions quand même pour quand on parle d'innovation, bien sûr ça va être très rapide, le propos est peut-être un petit peu caricatural, mais pour nous l'innovation ça suppose des collaborations. Donc tout à l'heure je parlais du fait que le réseau agricole est adhéré au GIP. Pour nous ça reste justement une illustration de cette nécessité de tisser des partenariats pour pouvoir capitaliser, mutualiser, mais ça suffit pas. Il faut aussi un peu de confiance, et ça, cette confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure du temps. Il faut de l'agilité, parce que les organismes de formation fonctionnent à flux tendu, donc ont une capacité à se projeter sur des évolutions à venir très difficiles. Je pense que vous partagez ce point de vue-là. Et donc l'agilité, c'est aussi être en capacité régulièrement de prendre des directions qu'on n'avait pas forcément anticipées, ce qui suppose aussi une capacité de veille pour quand même essayer de détecter quelques signaux faibles ou forts pour nous dire dans quelle direction aller. Mais il ne faut pas oublier que ça doit rester avec une capacité d'opérationnalisation. Ça ne sert à rien d'innover si derrière on ne peut pas fiabiliser, faire en sorte que les innovations trouvent leur place et puis puissent s'insérer sur la durée. Donc on aimerait aussi que dans ces espaces d'échange régionaux, on ait une réflexion sur l'innovation en matière de formation et la question de savoir comment on peut accompagner les organismes de formation sur cette innovation. Troisième point, j'espère que je ne suis pas trop long, sur la professionnalisation. Professionnalisation des acteurs de la formation. Alors je vais faire une précision, quand je dis acteurs de la formation, je ne parle pas là que des organismes de formation. Il nous semble que la formation des acteurs de la formation, des professionnels de la formation, relève de la responsabilité première de ceux qui les emploient, des employeurs, comme dans tout secteur d'activité. Et donc là, il est pour nous pas question que cette responsabilité soit substituée par une offre de formation régionale ou pas, pour les professionnels de la formation. Par contre, si on considère que les acteurs de la formation, ce sont tous les acteurs qui interviennent dans un processus de formation, c'est-à-dire les prescripteurs, les financeurs, les organismes de formation, bien entendu, la question c'est de savoir comment on peut décloisonner les interventions des uns et des autres. Et on s'aperçoit souvent qu'il y a
une défiance ou une méconnaissance de finalement des prérogatives et puis surtout des conditions qui sont celles de ces différents acteurs. Et donc on a un cloisonnement, un peu un fonctionnement en tuyau d'orgue. Et donc là aussi, le vœu, ce serait que dans le cadre de ces espaces d'échange, on ait une réflexion sur l'ensemble du processus de formation et qu'on puisse faire en sorte de décloisonner les interventions des uns et des autres de manière à ce qu'il y ait une plus grande fluidité justement dans la mise en place des parcours, dans l'accompagnement des parcours. Dernier point, donc la territorialisation, puisque c'était quand même un des objets de ce séminaire, les territoires. Alors, bon, je vais parler sous le couvert de Pierre, qui est un spécialiste de la chose. Quand on regarde la partie bourguignonne de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, on a 16 zones d'emploi. Donc si on considère que les zones d'emploi rentrent sous le qualificatif de territoire, on a une très grande disparité des territoires. Et donc la difficulté, c'est d'ajuster notre offre de formation aux préoccupations qui sont celles des publics que l'on souhaite former, que ce soit sur le versus demandeur d'emploi, sur le versus salarié, des organisations auxquelles on s'adresse, notamment des entreprises qui sont présentes sur les territoires. Et force est de constater que là aussi, on ne peut pas avoir des approches qui soient identiques, on va dire monolithiques dans la manière de construire notre offre de formation. Donc ça nous invite quand même fortement à nous rapprocher des acteurs des territoires. Et donc la question, c'est de savoir finalement déjà qui ils sont, est-ce qu'on les connaît, et quelles sont les instances qui, au niveau du territoire, sont favorables à justement cette analyse, cette identification des besoins des territoires. Alors sur tous les aspects, que ce soit sur les aspects de formation et de contenu de formation, de développement de compétences, mais aussi sur des aspects d'accès à la formation, de mobilité des publics par rapport à l'accès à la formation. Et dans des régions qui ont des caractéristiques souvent très rurales, l'accès à l'offre de formation est un accès souvent difficile. Si à cela on rajoute le premier point, c'est-à-dire l'évolution de la mutation de l'appareil de formation et le constat que certains territoires commencent à être fortement désarmés en termes d'appareil de formation. Je crois qu'un certain territoire, si on enlève le CFPPA et le CRETA, il ne reste plus grand monde. La question se pose justement donc à la fois l'identification des besoins et de la rencontre entre les publics et l'offre de formation. Donc dans ce cadre-là, toutes les démarches de GPECT, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les territoires, nous sont très, on y est très favorable. Encore faut-il qu'elles soient animées. Là aussi, la question se pose de finalement qui, dans les territoires, a la possibilité, la capacité à coordonner, à animer, à accompagner des démarches de ce type-là, et comment on favorise la rencontre entre les différents acteurs. Nous, on a eu la chance en région ex-Bourgogne de participer à une démarche qui s'appelait GACET, gestion anticipée des compétences et des emplois sur les territoires, soutenue par la région. Et sur des territoires comme par exemple la Nièvre, fortement ruraux, on a eu la possibilité, grâce à une maison de l'emploi qui a joué un rôle extrêmement fort en termes d'animation, de pouvoir avoir l'ensemble des acteurs, à la fois sur leur remontée des besoins des entreprises, sur l'accompagnement des publics, donc volet plutôt prescripteur, et sur l'appareil de formation, les organismes qui étaient réunis pour justement essayer d'adapter leur offre de formation à ces remontées de besoins. Donc, pour conclure sur cette partie-là, tout ce qui peut permettre, encore une fois, dans les instances d'échange régionaux, d'accompagner, de développer, d'amplifier ces démarches de gestion prévisionnelle des compétences sur les territoires, y compris en y associant les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de ces démarches. Tout ce qui peut être conduit de ce type-là nous paraît fortement à soutenir et favorable. Dernière petite conclusion. J'espère avoir pas été trop long. Conclusion, alors c'est sous la forme d'un rappel d'un sondage qui avait été fait à la demande d'AGFOS par Ipsos sur les TPE et les PME. Moi j'avais été frappé, donc à chaque fois je l'utilise, ça fait un peu rengaine, mais j'utilise ce sondage pour rappeler qu'à l'occasion, c'était 2014, c'est pas si vieux que ça, 77% des TPE disaient ne jamais rencontrer un conseiller de leur OPCA. Sondage pas uniquement auprès des adhérents d'AGFOS, donc il ne s'agit pas de poser un jugement sur le rôle d'AGFOS. 77% des TPE
Et quand on était sur les PME, on était à 35% des PME qui disaient ne jamais rencontrer un OPCA. Donc moi, l'interpellation, la question que ça me pose, c'est finalement aujourd'hui, quand on parle des besoins de formation des entreprises et des organisations professionnelles et des besoins en compétences à la fois des salariés et des demandeurs d'emploi, comment se fait ce travail d'analyse des besoins et au plus près des acteurs de territoire, d'où la nécessité de revenir à ces questions de GPECT pour qu'on soit là vraiment sur une rencontre entre l'appareil de formation, l'offre de formation et les besoins en compétences des entreprises sur les territoires. Merci. Conclut notre petit tour de table. Oui. Impressionnant, hein, impressionnant. Bon, oui, pas plus, promis. Simplement, mon intervention, évidemment, va se faire un peu sous le prisme de la vision, on va dire, agricole, hein, pour être voilà. Et donc je vais prendre ce prisme, et donc je vais prendre des angles qui me paraissent importants pour notre appareil éducatif et de formation. La première chose, c'est finalement quand je me suis dit quelle question faut se poser par rapport à la réforme, je me suis dit mais finalement à qui s'adresse cette réforme. Et là, j'ai trouvé au moins 3 destinataires. Les premiers, c'est ceux qui doutaient encore. Ceux qui doutaient encore que la formation tout au long de la vie était bien inscrite entre l'intersection des besoins prioritaires des branches des secteurs professionnels, en termes d'emploi et de qualification, donc à l'intersection entre ça, et à l'intersection entre les attentes exprimées par chaque actif. Hein, voilà, selon son passé, son statut, ses contraintes et sa situation socio-économique. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. La traduction, on le voit bien, c'est que en termes de gouvernance, les partenaires sociaux ont évidemment, enfin c'est pas évidemment, ont désormais un rôle déterminant dans le choix des orientations politiques. Bon, voilà. Alors, on le sait, mais enfin, il faut le rappeler, quoi, parce que nous, on le voit très concrètement dans un certain nombre d'actions, de commissions et de lieux d'échange. Et puis, je pense que la deuxième traduction, c'est que on a besoin d'une batterie d'outils pour accompagner à la fois les branches, les secteurs, et accompagner les actifs pour mettre en place un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si on n'a pas, si on donne pas les moyens de fonctionner aux conseillers en évolution professionnelle, si on n'a pas les moyens de faire des études, alors que ça soit dans le cadre que tu as rappelé de la gestion prévisionnelle des compétences ou dans d'autres cadres, si on n'a pas des forces de travail, des spécialistes des gens qui mettent en place des méthodologies pour aller plus loin, de manière plus précise dans les besoins exprimés par les branches et les secteurs, on a du mal. Donc on a besoin aussi d'être largement, mais on y reviendra dans les questions, je pense après. Je pense qu'il y a quelque chose de tout simple, hein, sur lequel il faut vraiment faire attention, porter son attention, en tout cas pour les centres de formation, c'est simplement l'information sur l'offre de formation. On voit des choses absolument hallucinantes sur le terrain. La présentation d'une offre de formation par un centre de formation, et pourtant on se dit mais c'est simple, hein, on a décrit, non, c'est pas simple du tout, et c'est pas si évident que ça de présenter aujourd'hui une offre claire, précise, à des actifs pour qu'ils comprennent ce qu'on leur propose. On y reviendra très certainement. Voilà, les deuxièmes destinataires, par voie de conséquence, c'est les acteurs de l'orientation. C'est pour ça que j'ai insisté sur le OP de tout à l'heure, parce que je vous rappelle que nous n'avons, alors je parle entre nous là, nous n'avons pas la mission d'orientation. Elle ne nous a pas été donnée par la loi. Nous n'avons pas de moyens dédiés pour l'orientation. Et vous voyez que dans cette réforme, je pense, hein, un des facteurs clés, enfin en tout cas fondamental, c'est qu'on va se préoccuper de l'orientation, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper de toute la phase amont de l'acte de formation, et ça me paraît, là on a un enjeu énorme à relever parce que nous n'avons pas cette mission. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on se laisse décrocher, et en particulier sur la mise en place du service public régional de l'orientation. Ça me paraît absolument fondamental. Et puis les troisièmes destinataires, c'est les organismes de formation, bien entendu, puisque de toute façon aujourd'hui ils ont une impérieuse nécessité
de répondre aux exigences des prescripteurs et des financeurs. Bien sûr, on parle de label qualité, on parle de compétences clés, on parle de Cléa. Faut-il ou pas se lancer dans Cléa ? Je pense qu'il y a un questionnement. Il y a un vrai questionnement. Oui, il faut se lancer dans le bloc de compétences. Il faut imaginer que sa formation, faut qu'elle soit peut-être présentée autrement, sous forme de modules. Oui, les centres de formation doivent s'adapter et doivent s'adapter de manière assez conséquente. Je parlerai, moi, je ne sais pas, il faudrait qu'on invente un mot. En tout cas, je ne sais pas si c'est de l'ingénierie de formation, peut-être, dans la définition. En tout cas, moi, je parle aujourd'hui de la nécessité de travailler en amont, d'une ingénierie d'amont, une ingénierie d'accompagnement qui va très probablement nécessiter des forces de travail supplémentaires dans les centres de formation. Moi, j'en suis convaincu. Voilà, je voulais juste terminer en disant que, dans les propos que je tiendrai après coup, dans les questions, il faut savoir que la DRAF, Bourgogne-Franche-Comté, est dans le bureau du CREFOP. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Voilà. La DRAF Bourgogne l'était en Bourgogne, dans le précédent CCRFP, même CREFOP, et la Franche-Comté, la DRAF Franche-Comté était aussi dans le CREFOP. Voilà. Il se trouve qu'on est dans le CREFOP. C'est pas anodin du tout, parce que c'est pour moi une manière de remettre dans le jeu notre appareil de formation par l'intermédiaire de la présence de l'autorité académique au sein de cette instance. Je pense que c'est pas anodin. Nous avons donc un rôle à jouer, en particulier, ne serait-ce que récupérer les informations essentielles. Nous avons un rôle à jouer, et nous avons un rôle à jouer important de courroie de transmission avec le terrain, avec les établissements. Je pense que d'être au bureau du CREFOP, c'est une très très bonne chose. Voilà. Voilà, c'est tout. Je voulais juste au passage qu'on n'oublie pas le fait que on est dans cette réforme, on parle aussi d'apprentissage. Donc on va être très centré sur la formation continue. Je vous rappelle aussi que cette réforme a des conséquences très importantes sur l'apprentissage. Merci. Donc on va passer sur un deuxième temps où les échanges vont se structurer plus autour de quelques questions qu'on a préparées. Et donc je vous rappelle, on conclura avec les vôtres. Alors on a bien entendu les premiers points que vous avez soulignés sur la complexité du système, son évolution, ce train complexe. Par contre, donc du coup, moi sur la première question, je voulais vous inviter à, si vous en êtes d'accord, un exercice de synthèse pour nous présenter rapidement les acteurs clés de cette réforme et surtout les modalités de dialogue qui sont présentes sur les territoires. Je ne sais pas qui veut commencer à s'emparer de la réponse. Moi, je veux bien démarrer. Les acteurs clés, ils sont maintenant définis par les textes depuis la réforme. Bon, il y a le CREFOP. Donc en fait, on parle de quadripartisme. Il y a les deux collèges du côté des partenaires sociaux et puis donc État et représentants des régions. Bon, on peut effectivement se mettre dans un mode de fonctionnement comme celui-là et puis considérer que c'est finalement la région ou l'État. Quand j'évoquais politique d'emploi, politique... On voit bien la notion de décentralisation qu'il y a derrière, qui ne va pas jusqu'au bout. L'État passe des textes en disant on décentralise, mais finalement on garde les compétences emploi. Enfin, bon, c'est un peu compliqué ce jeu-là. Donc soit on reste sur du formalisme qui est prévu par les textes, soit finalement dans des régions comme la nôtre. Alors effectivement, Bourgogne c'était le cas, mais j'allais dire que Bourgogne-Franche-Comté, ça reste le même cas de figure, puisque c'est des territoires qui malgré tout se ressemblent. Il n'y a pas de métropole dans aucune de ces deux anciennes régions. Voilà, donc ça oblige de toute façon à avoir une approche modeste de ces questions-là, économie, emploi, formation, et dans certains cas de figure, d'étendre ou d'élargir le cercle des échanges à des chargés de développement dans les pays. On évoquait la MDEF dans la Nièvre. Bon, voilà, d'étendre le réseau d'acteurs, parce qu'à un moment donné, si on fait le constat que sur certaines questions, il y a de la ressource qui existe là, et bien qu'elle ne soit pas formellement prévue par les textes ou les accords, il ne faut pas se priver dans une région comme la nôtre de travailler avec eux.
Après, la limite de l'exercice, parce qu'effectivement, on pourrait toujours avoir tendance à se prendre pour des experts de ces questions-là et dire, voilà, on va réfléchir, la sémantique, les définitions, comment on aborde la question. La relation emploi-formation, quand après on prend un peu de recul et qu'on discute avec des amis dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit, et les statistiques le confirment, qu'il y a moins d'une personne formée sur deux qui exerce le métier pour lequel elle a été formée. Et si on neutralisait encore avec les métiers, je pense aux métiers du soin, infirmier, des choses comme ça, pour lesquels le diplôme ou la formation est obligatoire pour accéder au métier, ou les sages-femmes par exemple, voilà, donc on serait peut-être encore sur des choses, des taux plus faibles. Donc, voilà, moi, sur la notion d'acteur, c'est ce double va-et-vient en disant, oui, ok, on a des gens qui sont prévus par les textes, il faut qu'on échange avec les spécialistes sur des questions, voilà, et puis en même temps, prenons du recul. Et je souris parce que je suis en train de lire un petit ouvrage qui s'appelle « Les embarras des recruteurs » et c'est effectivement, quand on parle compétences, quand on parle relations emploi-formation et quand on voit, puisque l'étude s'est penchée sur les pratiques justement de recrutement des entreprises, toutes tailles confondues, on voit que c'est pas si simple entre le ou la candidate qui est sélectionnée pour occuper un poste tel qu'il avait été défini par rapport à l'annonce, au départ en termes d'identification de compétences. Il y a des fois des gaps et il y a des fois des choses qui échappent complètement à la notion de diplôme, à la notion de compétence, à la notion de secteur d'activité. Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, c'est simplement ce double va-et-vient en disant oui, il faut qu'on fasse l'exercice, c'est un point de passage un peu obligé. Et puis parce qu'il y a des obligations en matière de financement de l'apprentissage, en matière de structuration de l'offre de formation, mais ne nous laissons pas avaler par la technostructure de la formation et de l'emploi et prenons un peu de recul avec, quelque part, j'allais dire, un peu la vraie vie ou les vrais modes de fonctionnement dans les territoires. Oui, je veux bien essayer de dire aussi un mot sur les questions de la gouvernance. On est bien sur la question de la gouvernance, de la gouvernance et des acteurs clés. Hein. Ouais, donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a dans les textes un peu la responsabilité de la formation passe aux régions. Si je veux résumer rapidement la logique sous-tend. Sauf que la formation, c'est en effet la région, c'est en effet l'État pour une partie, c'est aussi en partie les partenaires sociaux. Quand même pas oublier que les financements de la formation aujourd'hui, notamment par le FPSPP, sont conséquents. Et qu'on a là donc des acteurs qui interviennent les uns et les autres pour financer de la formation. La question qui se pose, c'est celle de savoir comment on met du lien et du liant dans tout ça. La question de savoir comment on met de la cohérence, c'est la question de savoir comment on fait en sorte que les priorités qui sont arrêtées à un moment donné soient des priorités partagées par les uns et par les autres. Oui. Alors aujourd'hui, les acteurs clés, c'est évident, c'est toute la logique du quadripartisme. On a l'État, la région, les partenaires sociaux dans leurs deux composantes, les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Et la mise en place des instances qui ont été faites dans le cadre de la réforme, je pense notamment au CREFOP et au COPAREF. Si je m'arrête une seconde sur le CREFOP, la mise en place du CREFOP, elle était précisément destinée à ça. Faire travailler ensemble les 4 acteurs du quadripartisme, qui sont les acteurs clés. Donc les faire travailler ensemble, les faire réfléchir ensemble et élaborer les projets ensemble. Ça veut dire quelque chose, parce que quand on parle de quadripartisme, aujourd'hui tout le monde en parle, sauf qu'il est encore à construire. La culture dans les têtes qui permet de dire à un moment donné, on va le plus loin possible dans les échanges, y compris dans l'élaboration des réflexions dès le départ sur la totalité des projets, c'est pas encore acquis. Il y a encore des choses qu'il faut faire bouger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on a la chance d'avoir au CREFOP un bureau qui est en parfait équilibre, puisque le bureau du CREFOP, c'est 4 États, 4 régions, 4 employeurs, 4 représentants de salariés. Donc là, on a une chance qui nous permet de réfléchir à cette question de cohérence et de faire avancer les problèmes. Je pense qu'il va falloir qu'on s'en saisisse. Juste un mot sur le COPAREF, qui a quand même un rôle particulier, ne serait-ce que par sa composition, puisque là, seuls les partenaires sociaux siègent au COPAREF. Il n'y a ni présence de l'État, ni présence des partenaires sociaux. Et le COPAREF a un rôle évidemment important aujourd'hui, d'une part en mettant en place les listes des formations éligibles au CPF, d'autre part en délivrant les certifications CLEA. Donc c'est quand même des choses qui comptent. Et on a bien là des acteurs clés dans la réforme.
Vous voulez ajouter un... Oui, Allez. juste trois remarques très rapidement. C'est vrai que l'exigence du quadripartisme, bon, alors on ne sait pas trop comment ça a évolué aujourd'hui. Bon, Pierre nous a montré un schéma finalement un peu complexe. Simplement, il faudrait pas. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on va rentrer dans une mécanique de consultation de différentes instances qui peut, enfin, on en a déjà un peu éprouvé les conséquences, qui peut prendre du retard, tout simplement du retard sur des décisions à prendre, alors que des fois on aurait besoin d'avoir des décisions rapides. Donc juste simplement par rapport à cette exigence du quadripartisme, on voit bien qu'en face, et c'est normal, hein, c'est un peu le contrepoids, c'est qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas rentrer. La planification, par exemple, Pierre, on a travaillé la planification, par exemple, de l'offre de la carte de formation, simplement initiale. Quand on voit le compte à rebours qu'il faut faire pour être dans les temps, bon voilà, on peut rentrer très vite. Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas rentrer très vite dans quelque chose de compliqué. La deuxième chose, c'est que c'était dans mes propos introductifs, c'est que vous voyez bien que, alors c'est propre à notre région, mais je pense que c'est très important que alors pour le coup la DRAF, là je recentre, hein, la DRAF a de nouveau un rôle important à jouer dans la mécanique, et c'est pas rien, parce que vous savez très bien que dans les questions liées à la formation professionnelle et à l'apprentissage, ces autorités académiques sont mais de fait, de construction, hein, c'est pas exclu, mais en tout cas, bon voilà, hein, si les centres de formation ne donnent pas d'infos, des fois on n'en a pas de trop. Et puis je dirais, alors peut-être que ça aura tendance aussi peut-être entre guillemets à rassurer les centres sur le fait qu'on est présent et qu'on ait une véritable courroie de transmission vis-à-vis du terrain. Et alors il y a un acteur qu'on n'a pas cité qui me paraît absolument fondamental, c'est la présence et le rôle en termes d'outillage d'outillage, on va dire, et de méthodologie que peuvent jouer les CARIF-OREF. Je pense que la mobilisation des CARIF-OREF dans ce cadre-là me paraît absolument indispensable en termes sur son socle de base, c'est-à-dire d'une part l'information sur la formation. J'ai insisté beaucoup sur ces questions-là. Ça me paraît indispensable, information sur la formation. Je pense qu'on a avec les CARIF-OREF des actions à mener sur cette question, et sur l'offre de service qui peut, et son deuxième rôle ou mission d'observatoire. Mais plus que d'observatoire, on l'a vu, c'était la commande qui avait été faite en tout cas pour le CARIF-OREF Bourgogne, où il y avait une offre de service en termes de professionnalisation de l'acteur, en termes d'études, de mise en place d'études, qui me paraît absolument indispensable à conserver. J'espère que le nouveau CARIF-OREF, qui est en train de se construire, puisqu'il y en avait deux, il n'en faut plus qu'un, pour 2017, prendra vraiment en compte cette offre de service. Merci. Donc on passe peut-être rapidement sur la deuxième question pour qu'on puisse ensuite s'interroger autour des questions qui mobilisent les CFPPA. Enfin, on en entendait parler ce matin, le compte personnel de formation. Mais quand même, je voudrais que vous réagissiez sur les contrats régionaux de développement de la formation et de l'orientation professionnelle qui arrivent, nous éclairer sur leur objet et leur lien avec les politiques régionales de formation. Je ne sais pas qui... À vous. Commencez. Oui, donc il s'agit là d'un outil parmi d'autres. Hein. Oui. On a le CPRDFOP, on a le SPRO, on a les CPE. Ce sont des outils qui doivent justement permettre de mettre un peu de la cohérence dont je parlais tout à l'heure. D'accord. On est là devant quelque chose qui se co-construit au sein des CREFOP. Et on est là devant un dispositif qui doit nous permettre de faire beaucoup plus fortement le lien, vous en parliez tout à l'heure, entre la formation et l'orientation d'abord. Hein, l'orientation, la formation, le développement de la formation et de façon partagée et cohérente. Donc là, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il se construit actuellement à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le travail est engagé, il y a un comité de pilotage qui est en train de le mettre en place. Donc ça, c'est engagé. C'est des choses sur lesquelles on devrait rapidement déboucher. L'objectif, c'est clairement
d'avoir visualisé le mieux possible la situation de la région, de la grande région, visualiser le mieux possible les besoins en termes d'emploi, en termes de demande des entreprises, et d'aller ensuite sur une orientation des personnes qui suivent des formations qui aillent dans ce sens-là. Parce que l'objectif, c'est quand même ça. Ça pêchait assez fortement jusqu'à maintenant, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos préliminaires, mais il faut qu'on aille beaucoup plus fortement vers un travail d'orientation qui soit en lien très fort avec les besoins exprimés par les entreprises dans la région. Voilà, c'est tout le but du CPRD-FP. Tout le but de... Ah oui, oui, absolument. On est complètement là-dessus et il faut... pour moi, c'est clairement ça, en tout cas. Moi, je veux bien illustrer par un cas concret qui va vous parler, puisque dans votre secteur d'activité, j'ai participé à une réunion dans le territoire de Charolles, en Bourgogne, il y a 15 jours, 3 semaines, sur une formation, la mise en œuvre d'une formation qui est un certificat de spécialisation au vin. Et avec une difficulté qui était assez récurrente, puisque certificat de spécialisation au vin, donc avec des prérequis de formation qui s'adressent à des titulaires d'un bac pro, CGEA, qui s'adressent à des titulaires d'un BPREA ou à des BTS, BTSA, BTSAX, voire un autre, je ne sais plus. Enfin bon. Et on constatait antérieurement que l'accès, dans le cadre de la formation du programme régional de formation pour les demandeurs d'emploi, l'accès à ce CSO20 concernait principalement des poursuites de parcours, c'est-à-dire des jeunes qui obtenaient au mois de juin un BTS, un bac pro, un BPREA, et qui, inscrits comme demandeurs d'emploi au mois de septembre, souhaitaient rentrer parce que le CFPPA fonctionnait comme ça. Et nous, on a expliqué, justement, c'est pour illustrer le CPRD-FOP, la mise en cohérence et l'articulation des voies de formation, c'est pour nous, vu côté région, un des éléments qui est essentiel, parce que il y a tout un tas de dispositifs qui existent. À un moment donné, il faut bien qu'on parle aussi d'argent, de budget, de financement, de tout ça. Les partenaires sociaux, ça peut d'ailleurs poser la question sur des financements a priori destinés aux salariés. Il y en a plus de la moitié, ou la moitié à peu près, qui va maintenant pour la formation des demandeurs d'emploi. Bon, mais c'est pas nous, régions, on peut se poser la question, on n'apportera pas d'autres éléments là-dessus. Mais il y a des fonds. Il y a différentes voies de formation. Il y a le contrat de pro, donc financement de nouveau par les OPCA, les partenaires sociaux. Il y a l'apprentissage, ça a été évoqué. Il y a d'autres dispositifs, comme par exemple, quand vous avez sur ce type de spécialisation, vous pouvez avoir des jeunes ou des moins jeunes qui vont bénéficier de 4 mois de travail au cours des 12 derniers mois et qui sont éligibles au CIF CDD. Et quand on a fait une réunion, il y a quelques temps en arrière, début octobre, avec les OPCA, c'était une réunion de point de mise en œuvre du plan 500 000, on a le représentant du fonds GESIF Bourgogne-Franche-Comté qui nous dit « Ah oui, mais c'est intéressant, mais nous, je voudrais vous faire passer le message, sur nos enveloppes 2015, il nous reste, je ne sais plus de 150 000 euros, je crois, ou pas loin de 200 000 euros, non consommés au titre du CIF CDD. » Et quand vous regardez les taux d'accès aux formations plutôt longues, à 75%, avec des taux de réussite qui sont très importants derrière, parce qu'il y a une vraie motivation. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, dans cette réunion sur le CSO20 à Charolles, le représentant de la DRAF et le CFPPA et le représentant de l'EPL comprennent ces logiques-là, puisque c'est celles qu'on évoque là. Mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il faut faire un travail d'ingénierie, c'est des grands mots, mais de compréhension de cet environnement. Et de qui peut intervenir sur quoi? Parce que tout à l'heure, j'évoquais le volet orientation à travers le travail des conseillers en évolution professionnelle. Mais il y a un travail aussi de compréhension de ces mécanismes dans vos établissements pour dire, oui, alors, quel type de public? C'est pas nous qui décidons des statuts des publics. Les contrats de pro, les plus de 26, les moins de 26, on fait avec. Je veux dire, voilà. Mais il faut qu'on trouve une certaine cohérence et une certaine logique. Si on est sur des fonds qui financent la formation des demandeurs d'emploi, on ne peut pas venir sur des poursuites de parcours, de voies initiales, qu'elles soient apprentissage ou qu'elles soient scolaires. Donc il faut qu'on articule, il y a des modalités, il y a des dispositifs. Il y avait l'émission locale qui était là, parce que dans un territoire comme Charolles, les emplois d'avenir peuvent être mobilisés sur ce type de formation, puisque c'est une zone de revitalisation rurale, et donc les emplois d'avenir peuvent être mobilisés pour les moins de 26 ans. En fait, c'est une invitation à mixer
les publics. C'est pas simplement une invitation à mixer les publics. Ça veut dire c'est une invitation à balayer l'ensemble des dispositifs. C'est pour ça que j'ai voulu entrer par la complexité et en évoquant l'image d'un train qui file à grande vitesse. Si personne ne prend ce train-là, qu'on soit à Pôle emploi ou qu'on soit effectivement dans les organismes de formation, enfin Pôle emploi ou le volet orientation, à un moment donné, on a de l'empilement de dispositifs. Voilà, différentes strates qui existent, différents dispositifs avec des enveloppes qui sont là. Et puis, personne ne s'empare de ces mécanismes-là. Et donc, on arrive avec des difficultés de mobilisation. D'un côté, on dit, bah non, nous, conseil régional, on a mangé nos budgets, entre guillemets, sur cette année, on ne peut plus. Mais d'autres acteurs vont dire, bah oui, mais si on l'avait su, nous, on aurait pu mobiliser pour ces publics-là. Donc, vous pouvez effectivement compter ou escompter sur le fait que c'est le rôle du SPRO, des conseillers en évolution professionnelle. Mais quand vous avez les demandes en direct des publics, voilà, c'est à vous aussi de voir jusqu'où vous pouvez aller, de se dire, tiens, voilà, ce type de démarche va s'inscrire plutôt, je redis, dans un CIF-CDD, plutôt dans un emploi d'avenir, avec l'objectif de sécuriser le parcours de l'individu. Enfin, les différents ANI et les lois, il y a bien la logique de sécurisation des parcours professionnels. Ça veut dire que derrière, votre offre de formation, si on continue à raisonner en disant une offre de formation régionale ou locale dans les établissements pour les demandeurs d'emploi, voilà, c'est ce qu'on sait faire. Et si les conseillers, que ce soit en mission locale à Pôle emploi ou ailleurs, se disent, tiens, finalement, dans le catalogue des programmes de formation, c'est simple, voilà, il est inscrit comme demandeur d'emploi, il rentre dans la formation, c'est plus ni l'esprit de la loi, ni les restrictions ou les contraintes budgétaires auxquelles chacun va devoir faire face. Et puis, voilà, il faut apprendre, il faut s'approprier ces mécanismes-là pour apporter la réponse la plus adaptée à la diversité des situations. C'est un travail qu'on avait initié en 2011-2012 sur ce qu'on avait appelé la qualité globale de l'offre de formation, c'est-à-dire non pas raisonner en termes de qualité d'une action de formation, non pas raisonner en termes de dispositifs de formation, mais dans une approche globale justement de l'ensemble des mécanismes. Allez, on continue. Non. Parce qu'on a commencé en retard. Donc, il y a au moins 2 questions éminemment importantes. Donc, juste autour du compte personnel de formation, peut-être que vous nous donniez ces opportunités, mais principales, et les limites que vous voyez encore. Et ensuite, une question qui concerne les leviers vers le changement, parce qu'il faut qu'on en parle. Qui s'empare du questionnement autour de... Oui, alors sur la question des formations éligibles au compte CPF, d'abord, si on parle des limites, oui. Je vais en donner une tout de suite. Voilà. C'est que encore faut-il que les salariés se saisissent de cette opportunité et ouvrent un compte, ce qui n'est pas encore fait pour tout le monde, loin s'en faut. Donc on a là une vraie difficulté, et c'est une difficulté qui est pas forcément surprenante, dans la mesure où la culture de la formation ou l'appétence à la formation dans les entreprises était quand même assez peu développée avant la réforme, il faut quand même le dire. On était, avant la réforme, à un pourcentage non négligeable de salariés qui, dans toute leur carrière, n'avaient jamais suivi de formation. Il y a quand même quelque chose qui posait problème. On était à 40% de salariés qui n'avaient jamais eu accès à la formation. Donc là, j'allais dire, le premier problème que je vois, c'est celui-là. Il faut que, de plus en plus, on arrive à faire prendre en compte ce CPF, que les gens ouvrent leur compte et qu'ils puissent l'utiliser. Après, les opportunités, à moi, elles me paraissent évidentes, c'est-à-dire qu'on a là un dispositif qui est mis à la disposition des salariés. Et j'insiste là-dessus parce que le CPF est un dispositif qui appartient aux salariés. Et c'est lui qui décide s'il l'utilise ou pas, et personne d'autre. Alors j'appuie là-dessus fortement parce qu'on est très attentif au COPAREF là-dessus. Et quand il y a des abus, à un moment donné, on va fermer les robinets. Donc voilà, je dis ça juste au passage. Après, l'opportunité, c'est évidemment pour les salariés de pouvoir s'inscrire dans une logique de parcours. Le CPF, ça doit permettre aux salariés d'essayer d'acquérir des compétences qu'ils n'ont pas à ce jour, et de façon à pouvoir garder un niveau alors je vais utiliser un gros mot, un niveau d'employabilité qui soit le meilleur possible.
Hein, donc on est bien là-dessus. Après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les comptes CPF, ils sont de deux ordres. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont alimentés dans les entreprises, et puis il y a ceux qui sont mis à disposition des demandeurs d'emploi aujourd'hui par le COPANEF et le FPSPP. On est sur deux logiques différentes. Pour ce qui concerne ceux qui sont mis à disposition par le FPSPP, on est là forcément devant quelque chose qui doit être utilisé et mis au service de l'insertion. Ceux qui sont dans les entreprises, alimentées par les entreprises, il faut que les salariés fassent une demande en cohérence avec un projet, avec une envie d'évolution, avec une envie de reclassement. Enfin voilà, on est bien sur quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, et c'est surtout pour cela que je dis, il n'est pas question de faire pression à un moment donné sur les salariés pour utiliser leur compte CPF. Ouais. C'est là aussi, hein, parce qu'on a vu des dérapages déjà. On a déjà pu constater qu'un certain nombre de dérapages ont existé. Attention à ça. Encore une fois, on y est très attentif. Une réaction encore ? Juste un mot. Bon, il y a encore des trous dans la raquette des listes CPF. Bon, enfin, on en a fait, on s'en est évidemment ouvert auprès du COPAREF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je pense que c'est une question de, voilà, ça va s'arranger, les trous vont être comblés, une question de méthode de travail, c'est très compliqué. Enfin, je sais pas, voilà, les listes CPF, faut avoir bac+9 hein, pour comprendre comment ça se construit, comment les listes s'élaborent. Hein. Bon, je fais exprès de caricaturer, mais voilà. Donc bon, on va y arriver. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que très concrètement, dans notre territoire, il y a aujourd'hui une formation qui ne peut pas se mettre en œuvre parce qu'elle ne peut pas être financée, une formation demandée par la profession, par des professionnels, qui ne peut pas se mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas de code CPF. Parce que le code CPF n'existe pas. Bon, je ne vous donne pas le nom de la formation, hein, mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous le donner après coup. Parce que c'est quand même c'est renversant. C'est renversant, hein, c'est pas sur une formation spécifique. Bon, bref. Donc, voilà, ça dit, c'est important. L'autre souci que j'ai, par exemple, on travaille bien avec le secteur, le secteur agricole, hein, au sens premier du terme. On a d'autres problèmes avec d'autres branches qui nous concernent, hein, voilà, pour lesquelles il n'y a pas de mobilisation. Donc, bon, et ça, c'est pas la faute du COPAREF, hein, parce que le COPAREF normalement s'adresse à toutes les branches et tous les secteurs. Bon, voilà, il faudra qu'on s'assure que toutes les branches montent bien dans le train. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. En tout cas, je parle évidemment, hein, je parle de notre région. Hein. Juste par rapport à ça, juste un mot, hein, parce que il faut quand même aussi bien intégrer le fait que le COPAREF ne retient pas automatiquement toutes les demandes qui sont faites par les branches. On a un certain nombre de critères de sélection, des listes éligibles au CPF, et une fois que des demandes nous sont faites par des branches professionnelles, on vérifie que ça rentre bien dans les critères de sélection avant de retenir ou pas. Il en va de même du PRF, d'ailleurs. Hein. Le PRF, pour le moment, nous, quand on reçoit le PRF, c'est pas parce que la région a retenu le PRF qu'on retient toutes les formations qui sont contenues dedans. Hein, on a bien des critères de sélection et c'est à partir de ces critères de sélection qu'on retient ou pas. Alors peut-être ça répond à des questions qui pouvaient être posées par ailleurs. Merci. Bon, le temps est cruel par rapport aux échanges qu'on a. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans que vous nous ayez parlé. Bon, les CFPP, une nouvelle posture sur leur territoire, d'accord. D'après vous, à partir de quel changement ou quel levier actionner pour que on puisse entrer pleinement dans la réforme ? J'aurais pas la prétention de dire ce que les CFPPA doivent faire. En tout cas, moi, je peux simplement relayer ce qu'on essaye de faire passer comme message auprès de nos collègues dans le réseau des Greta. L'invitation, en tout cas, qu'on a envers eux, c'est de changer de posture par rapport à justement leur positionnement sur le territoire. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, et on essaye d'accompagner ça, hein, de travailler avec eux sur ce changement de posture. C'est d'éviter de partir de l'offre de formation existante, c'est de partir justement de quelle offre je dois, quelle est l'offre que demain je dois concevoir et proposer en réponse à des problématiques du territoire sur lesquelles je suis. Alors, encore une fois, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais je vais prendre un exemple et ça peut-être fera écho à ce qui a été dit tout à l'heure. La question aujourd'hui que moi je me pose par rapport au public auquel quand même s'adresse cette réforme, c'est-à-dire les moins formés,
qui restent toujours les grands absents, encore une fois, des dispositifs de formation. On se donnera rendez-vous dans quelques années pour voir si la loi a bien produit les effets escomptés par rapport à l'accès des publics les moins formés à l'offre de formation, et non pas la captation de l'offre de formation par les plus formés, comme ce qui se passe régulièrement. Si on veut vraiment travailler là-dessus et sur les aspects de sécurisation des parcours professionnels, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est favorable aujourd'hui aux mobilités professionnelles ? Qu'est-ce qui permet, à un moment donné, qu'un public, demandeur d'emploi ou salarié futur demandeur d'emploi, dans certains cas, compte tenu de la situation de l'emploi sur certains secteurs, on espère demandeur d'emploi, futur salarié demain, c'est qu'est-ce qui permet de faciliter ces mobilités professionnelles. Si on s'adresse aux publics les moins formés, on sait que la mobilité géographique est extrêmement faible, donc les personnes sont captés, enfermés, bloqués sur les territoires où ils résident. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer ces transitions ? Et l'objet du travail, nous on l'a évoqué comme ça, c'est la notion de compétence transversale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bien que j'ai travaillé dans un secteur professionnel donné pendant X années, je puisse envisager raisonnablement et sans que ça passe nécessairement par une requalification complète, comment je peux envisager de mettre ce que je sais faire au service d'un autre secteur professionnel, alors même que j'imagine même pas que ça soit possible. Juste comme ça, et puis après je vais repasser le micro. Je me souviens d'un stagiaire qu'on avait accueilli dans un dispositif sur un territoire, en l'occurrence la Nièvre, une stagiaire qu'on avait qui participait à un bilan, et on avait, entre guillemets, avec son autorisation, filmé ce bilan, et la stagiaire disant je n'avais pas conscience des compétences que je détenais, et je n'avais même pas idée de ce que je savais faire et en quoi ce que je savais faire pouvait éventuellement intéresser quelqu'un. Et je crois que c'est ça tout le travail qu'on a à faire avec les publics auxquels on s'adresse, c'est les accompagner sur justement la prise de conscience de ce qu'ils sont en capacité de mobiliser en termes de compétences, de ce qui est attendu sur le marché du travail, non pas sur des entrées techniques et sectorielles nécessairement, mais justement sur les entre-deux, les interstices. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors peut-être que c'est du côté des compétences socles qu'il faut aussi se tourner, ce fameux référentiel CLEA qui parle de travail en équipe, qui parle d'organisation au travail, qui parle de planification de ses activités, etc., etc. Et donc là, voilà, moi je pense que le travail, en tout cas pour nous au niveau des conseillers, c'est d'essayer de mesurer dans quelle mesure, d'identifier dans quelle mesure l'offre de formation doit être mise au service de ces mobilités professionnelles et en évitant encore une fois finalement de proposer ce qu'on sait bien faire, sur lequel on a développé de la compétence nous-mêmes en tant qu'appareil de formation, mais qui, à un moment donné, peut-être est un peu embuté par rapport à ce qu'attendent les publics. Donc, on va vous laisser, M. Kering, réagir. Juste deux mots, parce que par rapport comment peuvent s'inscrire les organismes de formation dans cette réforme, dans un certain nombre de choses. Moi, alors vous l'avez dit très justement tout à l'heure, en fait, le déficit de formation, il porte notamment sur les personnes les moins qualifiées. De mon point de vue, on a quand même dans la réforme deux dispositifs qui permettent d'essayer de bouger les lignes par rapport à ça et qui peuvent être une opportunité pour les organismes de formation. D'abord, il y a en effet le dispositif CLEA, parce qu'on a là la possibilité pour les organismes de se faire habiliter pour dispenser ce dispositif, et Dieu sait s'il y a des besoins. Parce que là, en effet, les personnes les moins qualifiées ont besoin, pour pouvoir rentrer dans une logique d'évolution professionnelle, d'acquérir les 7 domaines des compétences clés. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même dans les entreprises aujourd'hui une obligation qui est liée aux entretiens professionnels tous les 2 ans et tous les 6 ans, avec l'obligation d'avoir des évolutions qui vont ouvrir des portes à la possibilité de formation nouvelle dans les entreprises, de mon point de vue, et pouvoir permettre de faire bouger les salariés en termes d'évolution. Donc ça, c'est des opportunités qui existent aujourd'hui et sur lesquelles, à mon avis, il y a des choses à faire et sur lesquelles il faut absolument rebondir. Merci. On va laisser M. Bourgoin. Ça tombe bien, je prends la suite. C'est que du coup, pour moi, trois pistes qui me paraissent essentielles.
pour nos organismes de formation. La première, c'est du coup, si on a des salariés qui frappent un petit peu plus à nos portes, il faut qu'on soit en capacité de les accueillir, de les accompagner, de faire en sorte qu'on leur donne des bonnes indications, les bonnes personnes ressources, voire même qu'on les conseille fortement sur leur parcours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se substituer aux conseillers en évolution professionnelle, mais je veux dire, dans nos centres de formation, on a des formateurs bien entendus, bien au courant et tout à fait capables d'assurer un minimum pour peu qu'ils en soient mandatés. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas comment les centres de formation font l'économie de consacrer du temps formateur ou administratif au sens large à cette mission qui va, de mon point de vue, s'élargir. Donc ça, alors là, c'est une piste pour moi qui peut être contraignante, mais qui me paraît indispensable. La deuxième, c'est que je pense que, en tout cas dans notre région, c'est un discours que je porte depuis plusieurs années auprès des centres de formation. Je suis convaincu que la modularisation des formations, elle était déjà intéressante avant, mais là, elle va me paraître indispensable dans la logique bloc de compétences. Voilà, parce que on voit bien que un découpage astucieux, intelligent, pour permettre d'accueillir des publics différents, aujourd'hui me paraît totalement indispensable. On sait que ça va dans l'ère du temps de l'acquisition progressive des diplômes, et puis c'est aussi une façon de réactiver la VAE que de pouvoir proposer des blocs, ces blocs de compétences à la validation. Ça me paraît indispensable. Et la troisième piste, pour la troisième piste, on voit bien, tous les appels d'offres exigent une couverture territoriale aujourd'hui de plus en plus importante, surtout avec la fusion des régions. Enfin, nous, on le voit bien, les appels d'offres sont significatifs de ce point de vue. Nous n'avons pas la capacité, notre appareil de formation n'a pas la capacité bien souvent à répondre seul à ces appels d'offres. Et donc, moi je suis un fervent militant de la mise en réseau des établissements. Je parle des établissements, je ne parle pas des centres de formation, je parle des établissements. Mise en réseau d'établissements, donc avec des possibilités d'intervenir en interne, c'est-à-dire de mettre nos centres de formation en synergie, et c'est déjà le cas, ça se fait déjà, et nous avons un réseau d'établissements, et je fais tout pour que ce réseau d'établissements poursuive, et puis se laisser la possibilité, évidemment, d'aller répondre à ces appels avec d'autres partenaires. Le CLEA aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, c'est on y va avec l'AFPA et avec les Greta. Sinon, on est déjà hors course, quoi. On est déjà hors course. On ne sait même pas d'ailleurs si on va faire quelque chose. En tout cas, on y réfléchit. Donc, avec les partenaires externes, c'est pas un hasard s'il y a 2 ans, j'ai demandé au GIP FTLV de pouvoir adhérer le réseau d'établissements. Ça me paraît fondamental. On a répondu avec les Greta et les CFPR, ont répondu ensemble à des appels d'offres. Aujourd'hui, ça me paraît indispensable. Interne, externe. Voilà. Et ça, si on n'a pas ça... il y a une réflexion aujourd'hui qui est faite au niveau national sur ces réseaux d'établissements. C'est une vraie et bonne réflexion. Après, créer des GIP ou des complexes ou des choses comme ça, c'est la mécanique, c'est le choix des établissements, mais c'est absolument indispensable. Eh bien, écoutez, le temps est venu de vous remercier de votre collaboration et surtout de vous être prêté à l'exercice pédagogique et d'essayer de nous éclairer sur du complexe. Et il me reste à vous remercier. Je pense qu'il y a des questions du public. 5 minutes si vous avez le temps parce qu'il me semble qu'il va... On est hors temps, mais... Non, c'est toujours enregistré. Hop. Donc, donc, malgré le retard qu'on a pris, on maintient un temps de 10 minutes sur les questions de la salle. Donc, j'imagine, oui, des
des animateurs vont récupérer. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Oui, donc non, c'est bon, ça marche. Ok. Bien, une question sur le CPF, puisqu'on en a beaucoup parlé. Avec la loi travail, il a évolué en CPA, en code personnel d'activité. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? J'ai donc vu qu'il y aurait un abondement supplémentaire pour les demandeurs d'emploi. Donc pour les DE, on aurait un doublement de l'abondement annuel. Et comment ce sera sollicité? Donc voilà, ça c'est ma question. Oui, alors c'est vrai que le CPA va ouvrir de nouvelles opportunités. C'est vrai que le FPSPP va abonder. Et en effet, en doublant le nombre d'heures pour les demandeurs d'emploi qui étaient demandés. Alors ça tient au fait que comme le CPF ne monte pas en charge aussi vite qu'on l'aurait souhaité, du coup il y a des fonds disponibles et ces fonds disponibles sont du coup attribués dans le compte personnel d'activité aujourd'hui et dans les années qui viennent. La logique de ce compte personnel d'activité, c'est d'assurer une permanence dans le suivi des personnes, puisque c'est un compte qui, comme son nom l'indique, sera complètement attaché d'un bout à l'autre de la vie des gens, de l'activité. Ouais. Et donc, pour le moment, moi, je peux guère vous dire autre chose, sauf à vous confirmer qu'en effet, ça va être 200 heures qui vont être attribuées à chaque demandeur d'emploi. Ce qui représente quand même des financements considérables. Quelqu'un encore? Pardon. Je voulais vous interroger sur là, on était sur une entrée territoire. Je voulais évoquer quand même un problème d'entrée filière. On est en général dans notre ministère, certainement ailleurs, mais dans nos activités, on travaille avec des filières qui sont parfois des micro-filières. Je peux donner quelques exemples, les élagueurs, les maraîchers, des choses comme ça. Et je m'interroge sur la façon dont les besoins de ces professionnels arrivent à être relayés jusqu'à un niveau Coparef, voire Copanef pour le niveau national, dans la mesure où quand même les partenaires sociaux sont des grands représentants, les grandes centrales syndicales, le MEDEF, etc., etc. Voilà. Nous avions en Bourgogne des outils qui permettaient cela. C'était les contrats d'objectifs territoriaux. Qui étaient par filière, ou même après, qui sont transformés en CAPECO. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va dire en gros des contrats d'objectifs territoriaux qui étaient faits par secteur ou branche d'activité. Et c'est vrai que là, on descendait d'un cran par rapport aux questions générales qu'on peut traiter dans le cadre du CPRDFOP, par exemple. Et on avait là l'occasion de rassembler les acteurs d'un secteur bien particulier pour discuter de manière plus précise des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la filière. Voilà. Alors, je ne sais pas si ces outils seront repris, parce que c'était à l'initiative du Conseil régional. Voilà. Donc, moi, c'est des outils que je trouvais très intéressants, parce qu'on descendait d'un cran, justement, sur ces questions-là. Voilà. Bon, seront-ils repris dans la nouvelle configuration? Pour l'instant, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une réponse outil. Bonjour. Oui, juste par rapport à cette question, deux éléments. D'abord le niveau national, parce que le Copanef sur le niveau national fait quand même une consultation très approfondie des branches professionnelles, y compris des filières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ressentent un besoin ou une demande, ils intègrent dans la liste nationale des formations qui peuvent émaner de ce milieu-là. Après, l'autre chose, c'est au niveau de la région. Comment on procède, nous? On a pour le moment essentiellement les demandes des branches professionnelles, mais on a aussi un repérage qu'on essaie de faire par rapport aux filières, justement, qui sont pas forcément représentées par des branches, mais sur lesquelles on sent qu'il y a des besoins. Un exemple tout bête,
On s'est rendu compte, quand on avait fait en Franche-Comté la mise en place de la dernière mise à jour des listes CPF, on s'est rendu compte qu'il y a un domaine d'activité qui n'était pas visé par nos listes. Ça relevait du moniteur de ski. Hein. En Franche-Comté, c'est relativement important. On a vu que là, il y avait un trou et on l'a comblé. Et on n'est pas forcément obligé d'avoir des demandes pour combler des trous qu'on constate. Après, on peut aussi être alerté. Je veux dire, quand à un moment donné, une filière se rend compte qu'elle est oubliée, entre guillemets, ou sous-représentée dans les listes, rien n'empêche que ce soit signalé. Nous, ça nous permet de consulter la branche concernée, quand même, on le fait systématiquement. Et puis, si on constate qu'effectivement il y a un manque, on ajoute les formations dans les listes. Merci. Une question encore? Non? C'est bon? On va conclure. Donc on vous remercie.